RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une heure d'entretien avec un invité politique, très politique, qui adore ça, qui fait partie de la génération montante des politiques et qui, indépendamment de ses options, suscite le respect pour sa force de travail, son écoute, sa disponibilité et sa compétence. Comme on dit aujourd'hui, il coche pratiquement toutes les cases et l'expression le concernant n'est pas galvaudée. Pendant une heure, donc, on va pas se raconter d'histoire avec le député Les Républicains de Meurthe-et-Moselle, Thibault Bazin. Bonjour Thibault Bazin. Bonjour Philippe Rivet. Comment allez-vous ? Je vais bien. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Donc pendant 55 minutes exactement, il sera largement question d'Ukraine et de la guerre déclarée par Vladimir Poutine à l'Ukraine. On parlera aussi bien sûr présidentiel, puisque vous êtes l'orateur régional de Valérie Pécresse. Mais tout d'abord, un coup d'œil sur votre curriculum vitae. Vous avez 37 ans, vous êtes né à Nancy, et vous êtes donc, je le disais il y a un instant, député de la 4e circonscription, qui est, pour faire simple, la circonscription de Lunéville, même si vous allez de Marcel Picot à Pierre Percé. Voilà, de Marcel Picot à Pierre Percé, c'est bien vu. Depuis juin 2017, vous avez pratiqué une sorte de switch, puisque vous étiez auparavant suppléant du député Jacques Lamblin, et aujourd'hui c'est Jacques Lamblin qui est, en 2017, qui est devenu votre suppléant. Vous êtes également conseiller départemental depuis 2015 et vous avez été réélu l'an passé. Vous êtes diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l'ESSEC, grande école d'économie nationale, même à l'audience internationale, ainsi que de la chaire d'économie urbaine à l'Institut des villes et du territoire. Pour éclairer votre parcours de formation, on notera que vous avez obtenu le prix de l'éducation de la ville de Nancy en 2001. Vous avez participé, on dirait aujourd'hui, une start-up, une petite entreprise qui a développé un jeu de société sur Nancy en 99. Vous étiez encore lycéen. Collégien, en troisième. Même collégien. Et vous avez effectué une année Erasmus à Londres pendant vos études supérieures. Vous intégrez à l'issue de votre formation, vous intégrez la société Bouygues Immobilier, où vous resterez 10 ans. Vous êtes d'abord responsable du développement, puis vous devenez directeur du développement de l'agence Lorraine. Mais lors des législatives, vous avez dû faire un choix quasiment cornélien. Vous avez choisi la politique parce que vous avez dû démissionner de votre entreprise, ce qui était le cas d'un certain nombre de députés, de plus de députés que lors des élections précédentes, qui ont dû quitter leur employeur, comme si les entreprises et sociétés privées aujourd'hui prenaient davantage de distance par rapport aux politiques. Sans doute, vous nous direz pourquoi, et sans doute aussi en raison du profil des nouveaux parlementaires qui étaient davantage issus du monde économique, du monde du privé, que de la fonction publique. Sans doute, il y a une évolution qui mériterait un décryptage. Mais ce n'est pas le premier mandat politique que vous avez choisi, puisqu'à 24 ans, en 2008, vous devenez maire de Rosières-aux-Salines, vice-président de la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois, et vous prenez un certain nombre d'autres responsabilités publiques. Vous présidez un centre d'accueil de handicapés, vous présidez aussi une maison de retraite, un EHPAD, comme on dit. Et puis, 2017, je le disais, c'est le grand saut, puisque vous devenez représentant de la nation, et vous intégrez d'ailleurs la commission des affaires sociales. De la défense et des forces armées, et pendant près de 3 ans. Et j'ai intégré en 2020, en septembre, la commission des affaires sociales. Voilà, donc vous avez fait partie de 2 commissions qui sont importantes. Vous nous en direz un peu plus là-dessus, parce que vous êtes l'une des voix qui compte au sein du groupe LR à l'Assemblée. Le Parisien, les confrères du Parisien qui vous avaient repéré il y a quelques années, vous avez gratifié du qualificatif d'aboyeur, qui était un qualificatif un peu cinglant, partagé d'ailleurs avec votre voisin mosellan Fabien Di Filippo, parce que vous interveniez
assez pour interrompre des interlocuteurs ou pour vous exclamer parfois brièvement dans l'hémicycle. Mais votre véritable travail, vous le faites en commission. Vous êtes très présent, sans doute l'un des députés les plus présents en commission. Et on sait que c'est en commission que le travail législatif se fait pour l'essentiel d'ailleurs, tout en restant très disponible sur le terrain pour aller à la rencontre de vos électeurs et même au-delà, recevoir à votre permanence. Et puis, sans négliger, ce qui est toujours un vrai problème pour les politiques, sans négliger votre vie privée, votre famille. Vous m'aviez confié un jour que vous avez fait un aller-retour Paris-Nancy. Vous êtes revenu spécialement de l'Assemblée nationale pour fêter l'anniversaire d'une de vos filles, puisque vous êtes père de 4 enfants. Parallèlement, vous êtes engagé dans le débat partisan et dans la bataille interne à LR. Si vous échouez il y a quelques années dans votre tentative de prendre la présidence départementale des Républicains, qui est apparu comme l'un des motifs ou différents visibles avec Nadine Morano, dont vous dites que vous ne partagez pas la manière de faire la politique, même si vous rejoignez, je pense, sur un certain nombre de questions de fond. Vous avez adhéré il y a quand même longtemps au club ou au mouvement, je ne sais pas quel est son statut exact, de Julien Aubert. C'est un ovni. C'est un ovni, voilà, mais un ovni quand même très marqué à droite, puisque Julien Aubert a des positions parfois proches de celles d'Éric Ciotti. Il est député du Vaucluse. Et vous êtes aussi... D'ailleurs, Julien Aubert a été, je préciserai, candidat à la présidence de LR en 2019, où il avait obtenu un peu plus de 20%, 21%, je crois. Et votre choix, votre positionnement, vous en direz un peu plus, c'est d'adopter par rapport à l'actuelle majorité, notamment par rapport au président de la République, une stratégie assez frontale, donc loin de tout compromis. Vous nous direz pourquoi. Au premier tour de la primaire, vous me rappeliez il y a un instant que vous n'aviez pas pris position. Je cherchais en vain, en préparant cette émission, votre position. Vous étiez resté neutre, même si Julien Aubert, à titre personnel, précisez-vous, avait voté Éric Ciotti. Au deuxième tour, vous avez voté Valérie Pécresse. Et donc, vous êtes devenu l'un des orateurs régionaux, même l'orateur régional en titre, pour défendre une candidate qui est bien en peine. Vous nous direz comment rebondir dans cette campagne. Justement, avant d'aborder le sujet du jour, si j'ose dire, l'Ukraine, qui domine et qui écrase tous les autres sujets, j'imagine que vous avez regardé le face-à-face Pécresse-Zemmour hier soir. Qu'est-ce que vous en avez tiré ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Un vrai soulagement, parce que tout le monde avait promis que M. Zemmour allait écraser Valérie Pécresse. Il n'en a rien été. Et on a observé, mais les spécialistes le prédisaient, qu'elle est très bonne en débat et qu'elle était là non pas pour sortir des formules, mais elle était vraiment là pour débattre sur le fond. Elle l'a fait avec beaucoup de caractère, en étant crédible dans sa capacité à pouvoir incarner l'alternance. Et moi, j'étais plutôt soulagé, j'en étais sûr, mais que ça puisse se passer de cette manière. Je trouve un peu dommage les conditions du débat, qui n'ont pas amené vraiment sur des réflexions de fond, puisqu'on a eu une posture qui n'était pas à entrer dans le débat de fond. Ça relevait plus du pugilat quand même. À certains moments, c'était très difficile à suivre pour les téléspectateurs, et c'est un peu dommage pour la politique. Est-ce que vous pensez que finalement, après coup, que Valérie Pécresse a eu raison d'aller débattre avec Éric Zemmour ? Je pense qu'elle a eu raison, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dits à son égard, de fausses images, et je crois que c'est important qu'elle puisse les rectifier. Et aujourd'hui, si on ne propose pas ce type de débat pour pouvoir faire la différence entre les deux, ça paraît compliqué aujourd'hui de mener une campagne sans débat. Donc il faut jamais refuser le débat. Donc nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission là, sur votre engagement politique et votre soutien à Valérie Pécresse et sur la campagne présidentielle. L'actualité oblige, ce qui domine, c'est l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui qui écrase tout débat. Faut parler d'Ukraine et encore d'Ukraine, ou si faut parler aussi d'autre chose. Mais est-ce que l'Ukraine, c'est un peu le débat qui émerge aujourd'hui, mais est-ce que l'Ukraine ne s'impose pas quand même comme le dossier, la préoccupation numéro 1 Mais c'est la préoccupation, et je crois qu'il faut en parler. Et d'ailleurs, en parlant, on parle de toutes les thématiques. On peut pas évoquer la crise du pouvoir d'achat sans parler de son fait générateur
en tout cas amplificateur avec l'Ukraine. On peut pas parler de la crise énergétique sans parler de l'Ukraine. On peut pas parler des enjeux et des défis de défense, de sécurité, des défis européens sans parler de l'Ukraine. On a beaucoup d'équations sur le projet pour les 5 années à venir qui finalement sont illustrées par l'Ukraine. L'Ukraine est un véritable révélateur, objectivement, d'une manque d'indépendance en termes de défense, du manque d'indépendance en termes énergétiques. Et finalement, ça permet aussi, et on le fait peut-être pas assez parce qu'on n'a pas assez le temps, mais c'est l'avantage avec RCN, c'est qu'on peut entrer dans le fond, c'est de pouvoir aussi constater que ce qui a pu être mené peut-être depuis 5 ans n'était pas à la hauteur des défis. Et je me rappelle, en étant membre de la commission de la défense, parce qu'on a un peu la mémoire courte, moi ce qui m'a marqué dans mes premières auditions, c'est qu'on parlait du retour des États-puissances et qu'on parlait de la Russie. D'ailleurs, vous prenez... Donc là, vous découvrez pas la situation. Non, pas du tout. Mais pourtant, Raphaël Glucksmann déclarait ce matin sur France Info, on le voit sur un certain nombre de médias, qui est député européen, qui est finalement philosophe, de moins en moins philosophe, parce qu'il est quand même très en colère, mais il a un certain niveau de réflexion, qu'on soit d'accord ou non avec lui. Il disait finalement, on pêche par 20 ans, 30 ans de naïveté. Donc là, il renvoie dos à dos les gouvernements de droite et les gouvernements de gauche, très clairement là-dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas caricaturer dans un débat, et chacun a ses parts de responsabilité, mais en même temps, les contextes changent aussi. Et très clairement, le retour des États-puissances ne date pas d'il y a 20 ans ou 30 ans. C'est faux de l'affirmer. Le retour des États-puissances date de la décennie précédente, au milieu d'ailleurs de cette décennie, avec la crise sécuritaire, avec les attentats. On l'a tous observé, 2014, 2015, et ce qui s'en est suivi, la guerre en Géorgie, et des modifications stratégiques dans la plupart de pays qui, pour certains, ont fait des efforts de remilitarisation extrêmement importants. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine. Quand on évoquait, et d'ailleurs, si vous prenez pensez par exemple... que la France, depuis 5 ans, enfin en clair, le président de la République a péché par naïveté ? En partie. Après, c'est pas le moment d'aller là-dessus parce qu'on a un besoin d'unité nationale en ce moment. Mais si vous vous rappelez les faits au moment où le chef d'état-major de l'armée était en désaccord stratégique, quand on a eu des gels de crédit à l'été 2017, à l'automne 2018, où finalement, à chaque fois, la variable d'ajustement budgétaire, ça a été l'armée, où on voit bien qu'un certain nombre d'investissements ont pris du retard. Et vous prenez nos hommes, par exemple, aujourd'hui, nos militaires qui sont sur nos régiments en Meurthe-et-Moselle. Vous discutez, par exemple, le régiment des transmetteurs à Lunéville. Il est dans les pays baltes depuis plusieurs années. La mission Lynx, en Estonie, ils y sont depuis plusieurs années, pas depuis 1 mois. Donc cette préparation, elle y était. Après, on a des enjeux de modernisation des équipements. Et là, on a un sacré retard. Des modernisations des infrastructures. Et aujourd'hui, même la loi de programmation militaire ne permettra pas de répondre aux défis des hébergements et des logements. Et on a un défi de recrutement des ressources humaines. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir autant de candidats que de postes à pourvoir. Et il y a un certain nombre de postes vacants dans l'armée. Et ça, c'est un véritable défi. Donc, et je pense on voit le constat, mais le défi a été... le président de la République, qui est aussi candidat, maintenant officiel, a annoncé qu'il allait avoir un effort... très important concernant la défense, ce qui recouvre quasiment, j'allais dire, presque tous les candidats, je dis bien presque, mais les principaux candidats sont plutôt d'accord. Donc aujourd'hui sur l'Ukraine, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut couper les robinets du gaz et du pétrole ? Est-ce qu'il faut expliquer aux Français qu'on va avoir la sueur et des larmes ? Est-ce qu'il faut armer les Ukrainiens plus fortement qu'on ne le fait ? Jusqu'où faut-il aller parce que le président ukrainien Zelensky, en disant finalement, aujourd'hui, vous êtes bien sympa de vous mobiliser, de faire des manifs, mais ça nous aide quand même pas trop. Après, en politique, il faut être pragmatique et pas idéologue. On a des objectifs et on met des moyens en face. Et notre capacité militaire en termes de moyens est limitée. Le désengagement au Mali permet d'ici quelques mois de pouvoir redéployer. Mais quand vous avez 200 000 militaires, vous ne pouvez pas en inventer 100 000 de plus. Il y a moyen de fournir de l'armement. Jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'où doit-on aller ? Jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'où doit-on aller ? On a des objectifs, c'est obtenir le cessez-le-feu. Les mesures qui sont prises n'ont pas permis aujourd'hui d'obtenir le cessez-le-feu. Donc ce n'est pas suffisant. Donc il faut amplifier les mesures prises. On sait bien qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent.
et que la plupart des rentrées financières pour l'État russe, c'est notamment ses exportations. Et exportations énergétiques. Donc gaz et pétrole, là. Surtout le gaz. Surtout le gaz. Alors, c'est assez variable. On n'importe pas tous de la même manière du gaz. Il y a un problème européen en termes de souveraineté énergétique, ce qui fait qu'on n'a pas de consensus européen pour pouvoir arriver à des mesures plus fortes. Aujourd'hui, moi, j'appelle à ce qu'il y ait plus de mesures par rapport à ça. Sur les questions des armements nécessaires pour les Ukrainiens. Vous savez, en fonction des armements, il faut aussi des hommes derrière et qui soient formés. Moi, j'ai eu la chance de faire de l'immersion dans l'armée. À chaque fois que vous avez un nouveau pistolet, voilà, il y a des formations. Et tout ça, ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas. Il faut faire attention d'ailleurs dans le décalage entre tous ceux qui disent on va faire des efforts. Donc vous pensez qu'il faut envoyer des militaires européens pour former Non, parce que ce serait le début de la Troisième Guerre mondiale. Il faut être responsable aussi. Aujourd'hui, on a eu un problème. On va pas refaire l'histoire. Donc, il faut laisser l'Ukraine se faire piétiner par Poutine, là, de façon un peu impuissante. Alors, si on refaisait le scénario originel, je pense qu'on a manqué d'anticipation et de dissuasion. Et donc, on aurait dû. Mais les renseignements, d'ailleurs, avaient fourni un certain nombre d'éléments. Tous les pays n'ont pas fait la même analyse de ces renseignements. Certains ont cru à l'invasion de l'Ukraine, d'autres n'y ont pas cru, dont la France. Donc on a péché par naïveté. Mais comme on a péché par naïveté, le renfort par exemple du bataillon en Roumanie, peut-être qu'il aurait fallu l'amener plus tôt. Mais s'il n'y a pas eu une excuse, je mets des gros guillemets, quand les Américains ont donné un certain nombre de renseignements, très peu de pays en Europe, je crois même quasiment qu'un pays ne les ont cru, en se souvenant vraiment... d'il y a 20 ans. D'il y a 20 ans et de 2003, quoi. Les accusations infondées qui ont justifié aux yeux des Américains la guerre en Irak. Mais vous savez ce que ça pointe derrière, c'est que pour avoir des moyens de renseignement, il faut des moyens satellitaires. Et que l'Europe a péché depuis plusieurs années par un défaut de moyens autonomes satellitaires, d'avoir nos propres images. Et ça, on l'a pointé il y a quelques années. Et donc, quand on a dit la loi de programmation militaire est formidable, elle n'était pas suffisante et pas à la hauteur. D'image dans la guerre en Ukraine, on a très peu d'images. Oui, on a très peu d'images. Ou des images de propagande. Donc et c'est très problématique d'un côté ou de l'autre. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire que le peuple ukrainien se fasse piétiner. Donc il faut renforcer les mesures. Et il faut aussi qu'en posture dissuasive, on soit crédible. De manière à ce qu'on puisse aussi, à un moment, faire un cordon que ça n'aille pas plus loin. Le fait de l'unité de l'Europe, pour l'instant, à quelques nuances près, c'est quand même une bonne surprise, quand même. Non, c'est pas une bonne surprise, parce que vous savez, dans les crises, tout le monde se rassemble. Pour l'instant, il y avait plutôt des divisions avec la Hongrie, avec la Pologne, qui avait d'ailleurs... Oui, mais la crise appelle l'union. Et d'une certaine manière, vous savez, quand vous êtes dans un temps difficile, on l'a vu avec la crise sanitaire, tout de suite, on se rassemble pour pouvoir faire front. Et la menace, elle est plus forte dans ces pays. Vous citiez la Hongrie, mais c'est pareil en Pologne, en Roumanie ou dans les États baltes. Qu'en France. Et donc, il y a une solidarité européenne qui est à l'œuvre. Et moi, je suis... mais derrière, il faut aussi qu'on se pose la question, c'est bien beau de dire on soutient l'Ukraine. Derrière, il faut aussi être capable, nous-mêmes, d'apporter une force de dissuasion et de crédibilité aux portes de l'Ukraine. Et pour ça, on a un besoin donc, est-ce qu'il faut continuer à faire partie du commandement intégré de l'OTAN et monter une force européenne à côté? Comment vous voyez les choses là? Alors, il faut aussi être pragmatique. À très court terme, il faut continuer à participer au commandement intégré de l'OTAN. À moyen terme, si on veut vraiment une indépendance française, et il faudra une capacité autonome à pouvoir assurer notre propre protection. Française ou européenne? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un principe de réalité. Un certain nombre d'États européens ne sont pas prêts à mener les mêmes opérations que ce que fait la France ou ce que fait par exemple le Royaume-Uni. Oui, mais quand vous voyez des pays comme la Finlande ou la Suède qui étaient neutres et qui sont prêts à participer... Ils sont prêts à participer, mais alors, vous savez, il y a des questions aussi de culture. Avec une augmentation assez faramineuse du budget consacré. Oui, mais il faut que ça puisse se concrétiser. Et vous savez, dans l'armée, quand vous commencez à appuyer sur le bouton en disant on va investir, déjà on va investir dans quoi? Est-ce qu'on va investir dans des équipements interopérables?
est-ce que nos voisins allemands et polonais vont investir dans des Rafales ou dans des F-35 Américains. Oui, américains. C'est vrai que j'entre assez vite dans les questions techniques. On le voit bien aujourd'hui. On a surtout des Belges qui ont acheté français sur un certain nombre d'équipements. Et d'ailleurs, pour la France, plus on pourrait exporter, moins ça nous coûte très cher à l'unité, parce qu'on a un rapport entre la quantité et la qualité. On produit, je crois, 12 Rafales par an. Pourquoi on n'en produit pas 2 fois plus? Et parce qu'il faudrait sécuriser les ventes pour pouvoir en produire un peu plus. Et donc on a une vraie question européenne, c'est-à-dire que ces montants qui ont été annoncés, et puis vous savez, l'Angleterre aujourd'hui a un problème, ils ont les équipements, mais ils n'ont pas les hommes dedans. On a des navires hackés. Le défi des ressources humaines aujourd'hui, est-ce que la jeune génération sera prête demain à pouvoir s'engager dans la défense? On voit bien, c'est difficile. Et là, on s'aperçoit que le Brexit constitue un handicap, un point faible, une des faiblesses là aujourd'hui. Là. Pas du tout. Non. Alors, si je peux me permettre. Vous étiez brexiteur. Non. Non. Alors, je suis dans le groupe d'amitié France-Royaume-Uni. Je me suis investi. On a d'ailleurs eu une rencontre au Cercle des Armées à Paris avant qu'il y ait le Brexit entre les députés britanniques qui suivent les questions de défense et les députés français qui suivent les questions de défense. Ça a été passionnant. Et le constat à l'issue de nos échanges, c'est qu'on souhaitait continuer. Et on continue. La coopération entre la France et le Royaume-Uni en matière militaire est remarquable et est nécessaire. Maintenant, quand vous additionnez France, Royaume-Uni et ce que peuvent apporter d'autres pays européens, ce n'est pas encore suffisant en termes de force de dissuasion à l'échelle du continent européen. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle ambition qui est en train de naître? C'est l'ambition militaire de l'Allemagne. Il faut le souhaiter. Mais est-ce que les Allemands seront dans une coopération, y compris sur les équipements, avec les Français, ou est-ce qu'ils continueront à privilégier les Américains, le parapluie américain? La tentation américaine, c'est de dire ça nous coûte cher l'OTAN. C'est ce que disait déjà Donald Trump. On veut bien été démenti par Joe Biden. Non, ils sont dans la continuité. Vous savez, en politique étrangère, c'est très dur les ruptures. Il y a une continuité. Il y a une continuité et une justement réalité. En France, est-ce que c'est pas la première fois, puisque vous parlez de politique étrangère, que la politique étrangère pèsera autant dans une élection présidentielle avec ce qu'on appelle l'effet drapeau? Je pense que dans les crises, il y a des paroxysmes, et puis à un moment, on y passe. On voit bien, la crise sanitaire l'a montré, on peut pendant une crise sanitaire être tous unis, et c'est pas le temps de faire le débat et d'identifier les maux, les faiblesses, les lacunes, et les responsables de ces lacunes. À un moment, il faut pouvoir basculer. Moi, je pense que la crise en Ukraine, qui peut sûrement durer, ne peut pas durer en pic médiatique. Et une actualité en chasse une autre. Et aujourd'hui, ce que je sens monter dans le pays, c'est la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quand vous êtes professionnel, que vous faites le plein, que vous en avez pour plus de 100 euros à chaque fois, aujourd'hui, ça devient de plus en plus. Je reprends la question les que je commençais à vous poser il y a quelques minutes. Est-ce que vous sentez que les Français seront prêts éventuellement à voir leur pouvoir d'achat baisser si on coupe les robinets du gaz, du pétrole, si on prend un certain nombre de mesures et que la Russie prendra elle aussi un certain nombre de mesures de rétorsion? Est-ce qu'on est prêt à une baisse du pouvoir d'achat pour aider l'Ukraine? Alors, vous le présentez de manière binaire. Ce que je peux comprendre, c'est que si on ne bouge pas d'autres curseurs, c'est ce que ça générerait de fermer totalement au gaz russe. On dépend à 20%, l'Allemagne à 50 et quelques, et d'autres, pour certaines parties, à 100%. À 100%, quelqu'un de la Pologne, par exemple. Je pense qu'il y a un sujet déjà en France. Je pense qu'il faut aller plus loin. Pour autant, il faut prévoir des dispositifs d'accompagnement du particulier et des entreprises. Et donc, est-ce que ça peut baisser le pouvoir d'achat? Oui, ça le peut. Donc, si on ne fait rien. Churchill promettait du sang et des larmes. Moi, je disais plutôt de la sueur et des larmes, puisqu'on n'est pas engagé militairement. Mais est-ce qu'on est prêt? On est engagé militairement aux portes de l'Ukraine. Est-ce que vous sentez que l'opinion est prête à soutenir ce genre de discours? Non, je pense que... dans les retours que vous avez sur votre circonscription, parce que ça ne se présente pas comme ça. Aujourd'hui, la conséquence, moi, dès le premier jour de la guerre, j'étais en contact avec des entreprises de ma circonscription. Ces entreprises me disent, on a un problème. On est contacté, par exemple, par la direction de l'énergie qui nous dit abandonnez le gaz russe. Parce qu'on n'en aura pas assez et qu'il faut pouvoir permettre aux particuliers de pouvoir y accéder.
Ces entreprises me disent, mais on l'a déjà abandonné depuis plusieurs semaines parce qu'il était déjà trop cher. Mais aujourd'hui, on a un problème. C'est que l'approvisionnement dans les autres matières peut être plus polluante. Je pense au charbon. En le faisant venir peut-être de plus loin, nécessite des aménagements réglementaires, nécessite des aménagements financiers pour pouvoir les compenser. Et donc la question, c'est pas est-ce que on est prêt à avoir une baisse du pouvoir d'achat? La vraie question, c'est être capable de se battre pour que le pouvoir d'achat ne baisse pas, mais qu'on puisse obtenir le cessez-le-feu. Et moi, j'y crois. C'est que je pense qu'on est en capacité de prendre des mesures de soutien. Vous prenez le prix de l'essence, parce qu'il y a le pétrole. Un quoi qu'il en coûte bis? Non, parce que le quoi qu'il en coûte a eu des effets de bord qui étaient franchement peu opportun. Il faut être intelligent et avoir du bon sens de terrain. Donc regretter le quoi qu'il en coûte, c'était pas une bonne idée. Non, parce que, enfin, à travers vos questions, si vous me permettez, je suis arrivé, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Je regrette pas, pour la plupart, le quoi qu'il en coûte. Je regrette certains abus qui ne correspondaient pas aux besoins. Et d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, on avait des entreprises qui devaient s'arrêter. Et ils ont eu le quoi qu'il en coûte, alors que de toute façon, ils s'arrêtaient. D'ailleurs, ils n'ont pas réouvert. Et c'est très bien pour eux. Mais objectivement, c'est de l'argent public et je ne suis pas sûr que c'était opportun. Donc, il y a eu un problème d'analyse au cas par cas qui n'a pas eu lieu. Et il y a eu parfois des oubliés de manière injuste parce que certains, ils venaient de se lancer et pourtant, ils n'étaient pas pris en compte. On l'a bien vu sur le premier et le deuxième. Et les oubliés du système, finalement, trouvent ça encore plus injuste quand certains en ont bénéficié. Voilà. Mais je veux quand même revenir sur la question du pouvoir d'achat parce que c'est assez important. On a aujourd'hui des capacités nucléaires qui ont été mises à mal par la politique qui a été menée depuis 10 ans, et notamment depuis 5 ans avec l'annonce de la fermeture. Et quand vous dites on va fermer une dizaine de centrales, comment vous faites? C'est un peu comme votre voiture. Vous arrêtez d'investir dedans. Vous limitez les investissements. Donc forcément, derrière, ça a un impact. Sur la question du pétrole, il y a énormément de taxes qui sont dessus. Et on voit bien qu'on pourrait améliorer le pouvoir d'achat en jouant sur la question des taxes parce que c'est des rentrées pour l'État. Oui, mais réduire les taxes, c'est réduire les rentrées, justement. Oui, mais comme on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de rentrées, on peut les baisser. Voilà, il faut pas à un moment. Mais en même temps, c'est une question de choix. Valérie Pécresse a déclaré qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse. C'est vrai. Pour reprendre son expression. C'est vrai. Donc il reste 1000 beaucoup milliards d'argent dans les caisses. On n'a jamais eu une croissance aussi forte les dernières années avant la crise sanitaire, et pour autant, il rendrait un pays avant la crise sanitaire avec le pire déficit commercial de la zone euro, un endettement majeur. Donc oui, elle a raison quand elle le dit. Si je suis Thibault Bazin, s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est peut-être pas le moment de baisser les taxes, c'est de baisser les rentrées fiscales. Mais vous savez, quand on gère un budget, il y a des choix. Et dans ces choix, vous avez des taxes sur un volume qui augmente enfin sur les tarifs. Alors, c'est un peu technique avec la TICPE. Quand on avait un prix du litre à 1,50 €, il y avait 53% de taxes. À un moment, en plus, on a une taxe sur la taxe avec une TVA. C'est possible, alors on passe à plus de 2 €, de baisser des taxes sans qu'il y ait des rentrées fiscales pour le pays qui soient moindres. Voilà, on peut entrer après dans les volumes. La première rentrée d'argent pour le budget de l'État, c'est la TVA. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous reprenons notre entretien sans se raconter d'histoire avec Thibault Bazin, député LR de Meurthe-et-Moselle de la circonscription de Lunéville, pour faire simple, et porte-parole régional de Valérie Pécresse. Thibault Bazin, vous croyez franchement encore à la présence de Valérie Pécresse au second tour de la présidentielle? J'ai lu, je crois que c'est dans l'opinion, qu'il y a un certain nombre de vos collègues députés qui pensent davantage à leur circonscription qu'à soutenir la candidate de leur parti. Vous savez, les comportements humains font que quand les temps sont difficiles, certains quittent le navire. Voilà. Moi, c'est pas mon tempérament. D'ailleurs, parfois, on m'avait promis des défaites. Et parfois elles n'ont pas eu lieu. L'histoire récente montre quand même, et on l'a vu avec les confinements successifs, qu'on peut être sur des sondages à un moment donné d'une crise et 3 semaines plus tard avoir des résultats totalement différents. Les gens se prononcent au dernier moment,
parfois même choisissent le jour même ce qu'ils vont voter. C'est de plus en plus le cas. Là, c'est de plus en plus le cas. Donc, ce qui veut dire que vous ne croyez pas aux sondages là, C'est pas que je pense qu'au moment donné, ils donnent des sensations, des doutes qu'il faut prendre en compte parce qu'ils permettent aussi de corriger le tir. Je vais pas vous dire que on est sûr de gagner, mais à un moment, faut faire preuve d'humilité. On a une question qui est posée, qui est on est dans l'avion. C'est turbulent, on a peur de la guerre, de ses conséquences. Est-ce qu'on veut que l'avion nous pose sur le tarmac ? Je pense que tout le monde, de manière majoritaire, veut qu'on atterrisse correctement. La question, une fois qu'on est atterri, le week-end du premier tour de la présidentielle, est-ce qu'on veut reprendre la même agence de voyage, le même pilote ? Et là, la question, c'est où est-ce qu'il veut nous emmener ? Comment il va se comporter avec les voyageurs ? On est plus que des voyageurs, donc, on est des citoyens. Je sens quand même l'ombre d'un doute quand même chez vous sur la présence de Valérie Pécresse au second tour. Qu'est-ce qui fait, qui fait selon vous que sa campagne patine ? Est-ce que c'est la concurrence de Zemmour ? Est-ce que c'est parce que, comme dit Bruno Le Maire, il n'y a pas de différence entre Pécresse et Macron, donc pourquoi ne pas voter pour le sortant ? Vous savez, est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Qu'est-ce qui fait que ça n'accroche pas ? Vous savez, c'est assez plaisant. D'un côté, on a les zémouristes et les lepénistes qui expliquent que Valérie Pécresse, c'est bonnet blanc et blanc bonnet avec Emmanuel Macron. C'est ce que dit Bruno Le Maire aussi, ministre de l'économie. Et de l'autre côté, au lendemain de la primaire, toute une partie de macronistes expliquaient que Valérie Pécresse était devenue d'extrême droite en reprenant quasiment toutes les idées. Elle a eu quand même une ambiguïté pense... autour du grand remplacement. Elle a du mal à se dépatouiller, moi, je si crois j'ose dire, de l'expression. Je crois qu'hier, elle était claire. Hier soir elle a été très TF1. claire hier. Après, vous savez, on peut débattre de différences. La réalité, c'est qu'il y a une véritable différence entre la droite et l'extrême droite, et qu'il y a une véritable différence si on va au-delà des apparences, entre la droite et Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron, vous classez où ? Et sous question, est-ce que vous croyez encore au clivage gauche-droite ? Alors, je pense que sur un certain nombre de clivages, on a dépassé le clivage gauche-droite, on est plus sur un clivage entre ultralibéraux et ceux qui appellent une régulation de l'État. Mais ça dépend des thématiques, en fait. Emmanuel Macron, s'il était Valérie Pécresse, il n'aurait pas envoyé 5 ministres en Île-de-France aux dernières régionales. Emmanuel Macron, s'il était de droite, il serait revenu sur les lois Taubira, sur les procédures pénales. Mais d'ailleurs, si on continue... Emmanuel Macron Restons alors à Emmanuel Macron, peut-être de droite, en allant chercher quand même un ministre de l'économie issu des LR, un ministre de l'Intérieur ancien, proche ou toujours proche de Nicolas Sarkozy, qui, entre parenthèses, s'est toujours pas prononcé publiquement en soutien à Valérie Pécresse. Je pense qu'un ancien président de la République n'est pas obligé de se prononcer. D'ailleurs, je pense que dans la situation de tension internationale dans laquelle on est, il est prudent aujourd'hui de prendre de la hauteur et d'être une voix qui peut porter à un moment donné, puisqu'il a été capable de traiter ça, c'est quand même de la langue de bois. Non, c'est pas de la langue de bois. Et continuons sur le flanc droite d'Emmanuel Macron, qui allait chercher quand même un proche d'Alain Juppé, quand même comme Premier ministre. On peut en parler ou pas ? D'ailleurs, juste un petit mot sur le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui est demain à Nancy, d'ailleurs, pour des conférences, remettre la Légion d'honneur à Laurent Reinhardt. Vous avez un message à lui faire passer ? Non, j'ai pas de message. En lui disant, reviens vite chez nous. Il m'a jamais parlé et il m'a jamais invité. Donc je vais quand même revenir. Bruno Le Maire, pendant la primaire de la droite, à l'époque, voulait baisser la CSG. Il a été le ministre qui l'a augmenté. Les retraités ont perdu le pouvoir d'achat. Gérald Darmanin a été un député LR, UMP puis LR, qui combattait les réformes de Taubira sur les procédures pénales. Quand il est devenu ministre, il les a pas remises en cause. Il a même été dans une réforme qui a élargi le regroupement familial aux frères et sœurs des MNA. Ce n'est pas exactement mineurs ce qu'il portait. Voilà, les mineurs non accompagnés. Édouard Philippe, ce qui est très intéressant, parce que moi je me suis renseigné, parce que je le connaissais pas, objectivement. D'ailleurs, certains ont découvert un peu son nom au moment où il est apparu. J'ai dit, mais il était dans le groupe LR, comment ça se passait ? Eh ben écoutez, sur le groupe LR de 200 députés, il y en avait 2
qui, par principe, ne co-signaient jamais les amendements de groupe. Henri Guénaud, on le connaît, par son indépendance d'esprit, et un certain Édouard Philippe. Et je trouvais que c'était révélateur à l'époque. Objectivement, c'est pas les personnes qui font la politique. Ce qui compte, c'est la politique qui est menée en elle-même. Il y a des choses qui ont été faites qui vont dans le bon sens, et d'ailleurs qu'on a soutenues, sur la baisse de l'impôt sur les sociétés. Mais sur l'ensemble des promesses qui étaient annoncées, on est un peu sur notre fin. Donc il y a un point, pour faire simple, hein, pour nos auditeurs, il y a un point qui séparait vraiment, qui marquait vraiment la différence, qui marquerait vraiment la différence entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Ce serait lequel? Il y en a pour plein. Valérie Pécresse, il y en a plein. Le rapport à la propriété, le rapport à l'enracinement, le rapport au territoire. Vous prenez la propriété. Aujourd'hui, pour En Marche, pour Emmanuel Macron, c'est un frein à la mobilité. À droite, on pense que c'est une sécurité pour ceux qui, une fois qu'ils sont à la retraite, il y a plus de loyer à payer, ils peuvent aussi le transmettre aux générations suivantes. Donc le rapport à la propriété n'est pas le même, le rapport au logement n'est pas le même. Les deux peuvent être entendables. Les deux. Le rapport au territoire, aujourd'hui, ils croient à la théorie du ruissellement. Alors ça marche à Toulouse. Moi j'ai fait toute une mission d'information là-dessus. Et c'est vrai que dans les territoires ruraux, quand la métropole va bien, mais on a des exemples de métropoles qui ne vont pas bien, qui souffrent, et des territoires qui souffrent à côté. Et donc en fait la théorie du ruissellement va bien pour les bien portants. Mais quand on est gaulliste, on a porté une place de l'État avec un aménagement du territoire. Et ça, c'est une vraie différence aussi entre nous. Sur le régalien, il y a aussi de vraies différences, mais on en parle beaucoup dans les médias, donc je ne pense pas que ça soit intéressant de l'évoquer. Je crois qu'on a un certain nombre de différences aussi sur l'environnement. Puisque... très clairement, les positions qui ont été prises au fur et à mesure du mandat. Je ne parle pas du discours de Belfort au lendemain de la primaire de la droite, qui est une forme d'uberisation de la droite, mais personne n'est dupe. On n'était pas sur les mêmes positions de trajectoire sur le nucléaire et d'indépendance énergétique. Voilà, je pense qu'on ne peut pas caricaturer. Il y a des points communs, mais il y a des différences. Et Valérie Pécresse, humainement, et je pense que c'est important parce qu'un président... il y a aussi un aspect humain dans sa manière d'être, et quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui respecte. Moi, je ne la connaissais pas objectivement, et j'ai appris à la connaître. Et elle est très différente d'Emmanuel Macron, qui a eu des mots. Et alors les gens ont oublié parce qu'en ce moment il y a la peur de la guerre, mais qui a fait preuve de mépris. Et on l'a vu, y compris vis-à-vis du Parlement. Et moi, je l'ai vu en tant que parlementaire. Moi, je croyais au Nouveau Monde. À un moment, on m'avait dit qu'il serait plus moral. Objectivement, vous demandez aux gens, est-ce que vous trouvez que les politiques sont plus vertueux aujourd'hui? Nicolas Sarkozy n'a pas eu la réputation de laisser le Parlement faire son travail, même si une réforme est attendu la perche. Mais quand même, il verrouillait, comme tout président d'ailleurs, tous les présidents, sauf peut-être Hollande, ce qui lui a coûté cher, verrouillait quand même les travaux parlementaires ou le discours parlementaire. C'est très intéressant le comparatif que vous faites. Est-ce que Nicolas Sarkozy a utilisé le 49.3 ? Non. Est-ce que Nicolas Sarkozy utilisait systématiquement la procédure accélérée ? Non. Est-ce que... Non, mais il convoquait un certain nombre de présidents de commission pour leur passer des savons mémorables. Hein. J'ai eu quelques témoignages quand même. Des pratiques assez, parfois, on peut dire, surprenantes. Quoi. Vous savez, la première question, il y a une défiance profonde envers la politique. Et il y a 5 ans, à un moment, on s'est dit, vous vous rappelez des affaires, il y a eu une promesse, c'est que on puisse rétablir la confiance dans la vie publique, la vie politique. Est-ce que 5 ans plus tard, on a rétabli la confiance ? Le constat est affligeant. Aujourd'hui, vous demandez dans la rue à des gens, est-ce que vous faites plus confiance dans la vie politique 5 ans plus tard ? Non. D'ailleurs, il y a eu une forme de mascarade. Quand on a dit on va supprimer les frais de mandat, on supprime l'IRFM, on l'a remplacé par l'AFM. Quand on dit... Thibault Bazin, est-ce que finalement... c'était assez artificiel, hein, vieux monde, nouveau monde. C'est de la com. Est-ce que on peut dire que c'était de la com ? Je serais assez d'accord avec vous sur ce point-là. Est-ce que finalement, en continuant à faire de la politique comme avant, ça ne contribue pas à éloigner finalement les politiques des citoyens ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener un peu plus de citoyenneté, de participation aux élections aujourd'hui ? Moi, c'est une question qui me passionne, qui m'obsède même. C'est à quoi on sert ? Est-ce qu'on peut retrouver une vie démocratique vivifiante ? Et donc, en fait, on a un problème, c'est que nos institutions, on ne les fait pas vivre.
Vous prenez... Alors, les missions des parlementaires, pour tout le monde, c'est on vote la loi. Oui. Et on oublie les 2 autres missions. Oui. Le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Mais est-ce qu'il y a beaucoup, franchement, de parlementaires qui s'investissent dans l'évaluation ? Pour ma part, j'essaye. Vous le faites, mais il y en a combien qui le font ? Très peu. Très peu, mais pourtant, ça, c'est disposition Sarkozy de 2008. Exactement, là, donc, mais il y a une confusion des rôles. Vous savez, quand il y a des parlementaires qui disent au nom du gouvernement, on n'est pas là pour discuter des textes, on est là pour les voter. Mais non, vous êtes là pour remonter ce qui vient du terrain et de pouvoir... Vous savez, la couverture mobile, on peut même être tous d'accord politiquement. En disant il faut qu'il n'y ait plus de problème de téléphonie mobile dans les territoires. Tout le monde vote, on peut même voter à 100%. Mais le plus important, c'est comment on y arrive. Le plus important, c'est de vérifier que effectivement c'est mis en place. Et donc quand moi j'écris à tous mes maires, j'en ai 190 communes dans le département, et je leur dis alors c'est bon, et que j'en ai 1 sur 5 qui me dit non, on a toujours des problèmes. Et ben là, le rôle de contrôleur, de gestion, d'améliorateur du système est quand même plus intéressant. Très concret, mais j'aurais une question. Alors, vous me demandiez comment on peut améliorer et rétablir. Je pense que c'est par la proximité. On voit bien que les élections municipales et les maires, dans les études sérieuses qui sont faites, le lien de confiance existe et perdure pour les maires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a une responsabilité, et qu'on sait exactement à quoi il sert et pourquoi on peut le contacter, et c'est une porte d'entrée. Et donc je pense aujourd'hui qu'il y a un vrai scandale démocratique quand vous avez encore des politiques qui viennent sur des territoires où ils n'habitent pas, où ils ne vivent pas, et qui se présentent pour représenter. Vous imaginez un délégué de classe qui ne serait pas un des élèves de la classe ? Vous imaginez un délégué syndical qui ne serait pas de l'entreprise ? Est-ce que c'est pas des pratiques, on va dire, obsolètes, anciennes, surannées, mais qui se sont développées encore plus il y a 5 ans ? Comme les partis politiques, est-ce que vous attendez pas, après la présidentielle, à des recompositions fortes, et notamment au sein, avec un risque d'implosion de LR, si Valérie Pécresse n'atteint pas le second tour, ou si elle ne gagne pas la présidentielle, ce qui est aujourd'hui quand même peu probable qu'elle l'emporte, mais on ne sait jamais. Hein. On va rester ouvert là-dessus. Mais... Très sincèrement, je pense que rien n'est fait, ni dans un sens, ni dans l'autre, et pour personne. Est-ce qu'au second tour, il commence d'ailleurs à se dessiner un certain nombre de... compte tenu des doutes autour de Valérie Pécresse, dans l'hypothèse où elle ne serait pas présente, est-ce que... en clair, si c'est du Macron-Zemmour, est-ce que vous votez Zemmour ou Macron ? Si c'est du Macron-Mélenchon, est-ce que vous pratiquez le vote révolutionnaire parce que vous voulez surtout pas voir Macron et que vous votez Mélenchon ? Vous savez, les scénarios comme ça, on l'avait fait aussi sur les régionales où on expliquait que le FN et En Marche seraient devant et que la droite, on l'avait fait à Paris. Répondez précisément parce que ça éclairerait un peu le choix. Mais je vais vous répondre. Moi, je fais pas de politique fiction. Je me prononce quand on est arrivé au moment donné. Non, mais la réponse est facile. Vous savez, je pense que le deuxième tour n'est pas fait et très clairement, cette logique binaire qu'on nous a vendue il y a 5 ans, qu'on nous a revendu, parce que quand même la recomposition... je vous rappelle quand même qu'au sein de votre parti, monsieur Ciotti, qui a eu 40% à primaire, a dit « Moi, je voterai jamais Macron, si c'est Zemmour, je vote Zemmour ». Oui, mais moi, objectivement, aujourd'hui... Même s'il n'est pas suivi par la majorité des LR là-dessus. Moi, je ne crois ni en Emmanuel Macron, ni en Zemmour aujourd'hui. Et je le dis avec responsabilité. Donc, ni Macron, ni Zemmour. Mais parce que si demain, le monde politique se résume, il faudra... Parce que quand vous dites recomposition, ça veut dire que après, si un premier tour dit, je dis n'importe quoi, Mélenchon, non, mais que tout le monde pressent, aussi bien à droite qu'à gauche. Imaginons que c'est Mélenchon contre Macron. On va dire, va falloir choisir. Vous serez soit Macron, soit Mélenchon. Mais non, on est dans un pays où on n'est pas dans un système binaire, où on a et il y a une diversité politique. Et tant mieux. Et j'espère bien d'ailleurs que le monde politique. Premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Dans une des élections. Mais après toutes les autres élections municipales, régionales, départementales, législatives, sénatoriales. Donc justement, on l'a bien vu. Tout change, à mon avis. Il y a des législatives, vous n'avez pas encore annoncé officiellement votre candidature, mais ça serait quand même surprenant que vous ne repiquiez pas au jeu. Est-ce que votre principale crainte, c'est pas l'abstention? Je me souviens de l'élection de 2017. Vous avez été, entre guillemets, repêché par le code électoral parce que vous n'aviez pas atteint les 12,5% des inscrits au premier tour. Vous aviez fait 11 et des briquettes, j'ai vérifié. J'étais deuxième. Oui, vous étiez deuxième, mais comme vous étiez deuxième, le code électoral précise que le deuxième
pour maintenir quand même un débat démocratique, choix démocratique au municipal partant de là. Dans plein de scrutins, vous pouvez repêcher. Non, si je note ça, c'est pas pour vous titiller, mais c'est pour vous demander si ce que vous. Et il y avait 60% d'abstention à peu près sur votre circo. 50. En moyenne, on était à 50% d'abstention aux législatives, là, ce qu'on rappelle pas assez souvent. Est-ce que votre crainte, c'est pas l'abstention là? Mais si, mais en même temps, alors, on en parle à chaque élection. Les gens participent de moins en moins parce qu'ils croient de moins en moins dans la politique. Et ceux qui iront voter décideront. Et d'ailleurs, le corps électoral législatif n'est pas le corps électoral à la présidentielle. Et les missions des législateurs ne sont pas les missions de l'exécutif. Et donc, à un moment, calquer totalement... et à chaque fois, il y a eu des erreurs, puisque le calque entre les deux élections pour des missions différentes, des responsabilités différentes, et des périmètres différents, et des corps électoraux différents, il y a des personnes qui ne votent qu'au présidentiel, mais qui votent même pas au municipal, et qui et ça changera pas, parce que chacun est libre de venir voter ou de pas voter. Je pense que vous mobiliserez sur le terrain. Il nous reste juste encore 7 minutes d'émission, et on va terminer par une petite note musicale, mais juste avant, je vais le faire très vite. Peut-être on va inverser la question. Ce que vous n'avez jamais osé dire en public et que vous avez envie de nous dire aujourd'hui là. Sur le ton de l'humour c'est comme vous voulez. C'est comme vous sentez la chose. Je suis pas d'un naturel à pas oser dire des choses. Mais qu'est-ce que vous n'avez jamais dit et que de vous quoi, aviez sur envie la politique, de dire sur moi-même, sur ce que vous voulez. Peut-être que quelque chose que les gens ne savent pas. J'ai pratiqué pendant longtemps les arts martiaux. Je suis ceinture noire de judo. Vous êtes un passionné d'œnologie aussi. Et je suis un passionné d'œnologie. J'aurais dû le préciser dans votre CV. C'est vrai qu'on le voit pas forcément, mais... Et votre cru préféré? J'aime bien le Bordeaux, mais voilà. Voilà. Juste un questionnaire de Proust très rapidement, très raccourci, avant la conclusion musicale. Quel est votre principal trait de caractère? Je suis volontaire. Le personnage historique de référence pour vous? J'en ai pas, parce qu'ils ont à chaque fois des qualités et des défauts. Et s'il y en avait un? Vous ne citez même pas le général de Gaulle? Si, je peux le citer, le général de Gaulle, mais je suis pas sûr qu'auprès de nos auditeurs ça parle. D'ailleurs, le mouvement auquel vous faisiez référence tout à l'heure, d'Oser la France, il est d'abord gaulliste. Et c'est vrai que je pense que le besoin de rassembler au-delà des clivages, moi je le vis et c'est important. Général de Gaulle est important, Pompidou est important. Après, dans l'histoire, il y a eu d'autres personnes aussi marquantes. Votre occupation préférée là, quand vous faites pas de la politique? J'aime pratiquer le sport, mais j'en ai pas le temps. Mais c'est m'occuper de mes filles. Votre devise? La devise? J'ai pas de devise au quotidien, j'essaie de vivre. Je suis pas un bon client pour votre questionnaire de Proust. Peut-être dernière question alors, votre rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, c'est continuer à me donner pour les autres. Thibaut Bazin va rester sur cette conclusion. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour cet échange. Assez vif, mais assez vivifiant, j'allais dire, pendant 55 minutes. RCN, www.rcn-radio.org